Donc bonjour à tous, merci de votre présence avec nous aujourd'hui pour cette table ronde sur les standards GS1 au sein de la filière ferroviaire. Donc je m'appelle Claude Baudry, je suis chef de projet industrie technique au sein de GS1 France et j'accompagne les acteurs dans le déploiement des standards au sein de leur filière. Je serai accompagné donc par Charles François qui se présentera après, côté SNCF Voyageurs, et François Lancy, donc côté Alstom Transport. On a l'habitude de poser de façon simple, est-ce que parmi l'assistance, certains parmi vous connaissent les standards GS1 ou ne connaissent pas? Donc levez la main pour ceux qui ne connaissent pas les standards. Il y a au moins quelques personnes, donc c'est très bien. En fait, vous les connaissez sans peut-être le savoir, ou du moins vous connaissez la partie visible de l'iceberg. Alors c'est bien de parler d'iceberg en ce moment, ça fait une pause fraîcheur. En fait, donc le standard GS1, c'est l'identifiant mondial du commerce d'aujourd'hui, c'est le fameux code barre que vous voyez sur tous les produits que vous achetez en grande surface. Et les standards GS1, en fait, donc, ce sont des standards d'identification. Hop. Voilà. Donc, on identifie des produits, mais pas que. Il y a des standards de capture. Donc, cet identifiant, il est encapsulé ou encodé dans un porteur de données, un vecteur. Donc, on a des standards pour capturer cet identifiant. Et puis derrière, on identifie, pas pour identifier, mais pour pouvoir partager des données. Et donc, on est aussi éditeur de standards sur le partage des données. Et de façon très simple, c'est pour répondre à 5 macro-besoins essentiels pour la plupart des acteurs. Donc, l'accès au marché, le référencement universel, tout ce qui est amélioration, je dirais, des processus et efficience opérationnelle, sécurité des patients, sécurité des consommateurs. L'engagement consommateur, c'est la liaison directe entre un client et un consommateur et son client. Et des derniers points, tout ce qui est traçabilité, économie circulaire, et notamment le passeport numérique des produits. Et donc, ces standards qui sont implémentés dans la grande distribution, eh ben, on les utilise aussi pour l'industrie technique. Et donc là, j'ai la chance et l'honneur d'accueillir François et Charles François, donc, qui vont vous présenter comment ils ont déployé les standards GS1 au sein de la filière ferroviaire. On va commencer par Charles François, une présentation rapide, et puis quelques mots sur SNCF Voyageurs aussi. Bonjour à tous, donc Charles-François Vermèche. Je vais vous dire quelques mots sur la SNCF, mais je pense que tout le monde sait que ça ne veut pas dire Société nationale de Charles-François. SNCF, donc le groupe, on est plusieurs sociétés au sein du même groupe avec plusieurs filiales. On représente environ 275 000 collaborateurs. Donc si vous connaissez Pierre, Paul ou Jacques, je ne suis pas sûr de le connaître et je m'en excuse. Et donc moi-même, je suis rattaché à la société SNCF Voyageurs, et plus particulièrement au sein de la direction du matériel roulant. Juste quelques chiffres. SNCF Voyageurs, c'est 65 000 collaborateurs. On transporte 15 millions de voyageurs par jour dans 15 000 trains. On a en charge la maintenance du matériel roulant et la maintenance des pièces dans 35 technicentres de maintenance répartis un peu partout en France. Et j'aime bien rappeler aussi que le ferroviaire est 50 fois moins polluant que la voiture. Et donc je suis tombé dans la marmite GS1 en 2018 et je suis en charge du déploiement du standard pour l'entreprise. Et toi, François? Oui, bonjour à tous. Alors moi aussi, je suis tombé dans la marmite en 2018. Un peu de ta faute d'ailleurs. On reviendra dessus. Et je m'occupe de déployer GS1 donc au sein d'Alstom et de supporter les 87 600 collaborateurs qu'on peut avoir dans tous les projets, toutes les initiatives qui tournent autour de ce standard GS1. Alors Alstom, qui on est un constructeur ferroviaire, on a une gamme de produits que vous voyez à l'écran qui va du plus lent, du moins capacitaire, le tramway au plus rapide, plus capacitaire, les trains à très grande vitesse, 1 ou 2 niveaux. Et ce ne sont pas nos seules activités. On a aussi une activité dans le domaine de la signalisation et dans le domaine du service. C'est-à-dire qu'on peut faire de la rénovation de trains, on peut faire de la maintenance. Et dans ces activités, on est d'ailleurs concurrent avec la SNCF. On est ce qu'on appelle dans le ferroviaire un acteur global. C'est-à-dire que si vous n'avez jamais vu un train, on vient, on fait tout. Vous faites le rail, les dépôts, les ateliers, la formation, le matériel roulant, etc. Vous n'avez plus qu'à vendre les billets. Et on est quelques acteurs seulement sur le marché à être capables de faire ça. Alors en chiffres, Alstom, c'est 20 milliards d'euros à peu près de chiffre d'affaires annuel. C'est un carnet de commandes qui est plein pour les 5 années à venir. Donc ça, c'est un peu du bonheur dans l'industrie d'avoir ça. Et puis, c'est 150 000 matériels en circulation.
la flotte de matériel Alstom représente un peu plus du quart de tous les matériels roulants circulant dans le monde. Et on transporte avec nos matériels, enfin pas nous, mais nos matériels transportent 108 millions de personnes par jour. Donc en un trimestre, on a transporté l'équivalent de la population mondiale. Tous les trimestres, dit comme ça, hein, ça fait beaucoup. Merci François pour ces chiffres. Donc Charles-François, je reviens vers toi. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les raisons initiales qui ont poussé SNCF Voyageurs donc, à basculer dans l'écosystème GS1 et est-ce qu'il y avait des irritants, je dirais, qui vous ont poussé à aller vers GS1 ? Alors, dans les années 2015, un groupe de travail s'est lancé avec la Deutsche Bahn, les chemins de fer suisses, la SNCF, Alstom, pour partager cet état des lieux que vous avez en photo, qu'on peut appeler un irritant. C'est bien une photo prise sur nos pièces. À partir du moment où on n'a aucun standard d'identification des pièces dans un secteur donné, et que nous, SNCF ou d'autres exploitants, doivent en gérer la maintenance pendant 40 ans, je vous laisse deviner un peu la difficulté d'identifier une pièce sans se tromper et d'avoir une traçabilité des pièces de bout en bout qui soit la plus optimale possible. Et donc tout a commencé par là. Un premier état des lieux a été fait sur les standards existants dans le monde et assez vite, la filière ferroviaire s'est orientée vers GS1 qui était le standard le plus déployé, le plus mature et le plus propice à accompagner la filière ferroviaire dans cette démarche. Alors concrètement, une fois qu'on a dit ça, on a identifié 3 manières de déployer le standard. La première, c'est qu'on peut identifier un train avec un tag RFID, comme Decathlon le fait sur ses produits, pour pouvoir identifier, détecter au défilé un train pour différents besoins. Le deuxième axe de déploiement, c'est de profiter de tous les nouveaux projets d'acquisition, les nouveaux produits qu'on développe ou qu'on commande chez nos fournisseurs, et faire en sorte que GS1 soit obligatoire et intégré dès le départ dans les cahiers des charges. Et puis le troisième levier, c'est que nous-mêmes, étant réparateurs de nos propres pièces, on a aussi commencé à déployer le standard sur les pièces qu'on répare en interne dans nos 10 technicentres industriels. Je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Merci cher François. Et question similaire pour François. Donc, comment l'entreprise Alstom Transport est tombée ou est arrivée dans l'écosystème GS1 ? Alors oui, en toute honnêteté, nous on est vraiment rentré dans GS1 quand notre client préféré nous l'a demandé, puisque sur le marché TGVM, qui est quand même un marché à 3 milliards d'euros, il y avait pour la première fois un requis GS1 qui tenait d'ailleurs en 2 lignes dans le cahier des charges. Et c'est comme ça qu'on a vraiment... Alors on a participé en 2015-2018 à des groupes de travail, mais en fait c'est vraiment quand vous commencez à l'appliquer que vous prenez la mesure de ce que c'est que le standard GS1. Alors, tu montrais tout à l'heure l'exemple des photos. Donc, nous, très rapidement, on a vu qu'on avait des cas d'usage très intéressants dans notre industrie. Les relevés de numéros de série, que vous avez pu voir sur les photos tout à l'heure, on en fait en moyenne chez Alstom 5 millions par an. Et quand on passe en mode scan d'une étiquette GS1 au lieu de le faire en relevé manuel, on gagne 5 minutes. Donc 5 fois 5. Je vous laisse faire le calcul. Et c'est bien en appliquant, en mettant en œuvre tous ces standards qu'on s'est rendu compte que donc ça, c'est un cas d'usage parmi d'autres, mais qu'il y en avait partout des cas d'usage pour venir optimiser nos processus et être beaucoup plus efficaces. Et on en découvrira quelques-uns dans la suite de la présentation. Donc merci à toi. Et en fait, ce qu'on peut voir maintenant, c'est que les 2 entreprises, donc SNCF Voyageurs et Alstom, donc, sont rentrées dans l'écosystème GS1 par des biais différents, mais qu'au final, ça s'est transformé en un véritable projet d'entreprise. Et c'est là la beauté de la chose. Et du coup, je reviens vers toi, Charles-François. Est-ce que tu peux expliquer donc, comment on est passé de ce cas d'usage initial à un projet global ? Quels argumentaires a-t-il fallu développer pour embarquer tout le monde ? Alors effectivement, au départ, quand on a commencé à travailler sur l'implémentation du GS1, on me disait « Je ne peux pas mettre à jour mon système d'information tant que je n'ai pas de pièces GS1. » Mais je ne peux pas équiper mes pièces de GS1 tant que je n'ai pas de système d'information à jour. Avec ça, je n'étais pas très bien parti pour démarrer. Et donc, on a choisi de commencer petit à petit. Et donc, pour ça, 2 exemples concrets. Le premier, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, on a commencé à déployer des tags RFID sur nos trains pour un premier projet
qu'on appelle le projet BAM, banc automatisé de mesure, qui permet de détecter des défauts acoustiques, géométriques de nos trains au défilé, les trains passant de 20 à 70 km/h devant ce banc. On s'est dit, détecter un défaut, c'est bien, mais si on est sûr d'identifier le bon numéro de rame, c'est quand même mieux. Et donc, on a commencé à déployer la RFID sur quelques rames. On a montré que le taux de lecture était proche de 100%. Et depuis, on a continué à multiplier les cas d'usage. On utilise cette technologie pour suivre le passage de nos rames en machine à laver, dans des systèmes de détection de rames en gare, en technicien de maintenance, pour assurer le départ et l'arrivée de nos trains à l'heure, n'est-ce pas ? Et puis aussi, on a des stations de SNCF Réseau qui sont implémentées un peu partout en France, qui permettent de détecter des anomalies de charge à l'essieu, que ce soit du matériel SNCF ou non. Et finalement, on peut se dire qu'au départ, c'est juste une étiquette RFID qu'on colle sur nos trains. Et en fait, on voit que c'est la clé, la passerelle d'échange entre le bord et le sol, et qui répond à plein de besoins qu'on n'avait même pas imaginés au départ. Et aujourd'hui, en fait, on a plus de 3000 rames voyageurs équipées de cette taille RFID. Ça représente environ 50% du parc. Et on a l'ambition d'atteindre les 80% à la fin de l'année prochaine. Dans le même style, juste sans être trop long, en fait, on va faire la même chose sur les pièces. Au départ, on s'est dit, on va équiper des premières pièces. On a imprimé nos premières étiquettes. On a découvert la codification GS1, qu'est-ce que c'est que ce truc et pourquoi un code à 28 caractères, mais comment je vais le faire pour le taper à la main, mais comment je vais le faire pour le scanner. Et au fur et à mesure des cas d'usage, métiers, parce que c'est bien par les cas d'usage qu'on arrive à embarquer tout le monde, on a présenté en comité d'investissement, on va dire, au sein du matériel, en comité de direction, en 2022. On a dit, voilà, on a fait des expérimentations, ça marche, on a montré des premiers gains, mais maintenant, il faut que ça devienne un projet d'entreprise. Et depuis 2022, en fait, c'est plus une option. Dans tous nos technicentres industriels, on déploie de plus en plus GS1 sur toutes les pièces qui passent en réparation chez nous. Et on avait imaginé en 2022 équiper 50 000 pièces par an. Je peux vous dire qu'on en a équipé 65 000 en 2023, 125 000 en 2024, 150 000 en 2025. Donc la courbe est exponentielle. Et là où au départ, les agents disaient « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? À quoi ça me sert ? Qu'est-ce qui me paye ?» Et moi, je préférais mon numéro de série à 4 chiffres. Aujourd'hui, ils réclament GS1 et ils en veulent plus. Donc c'est plutôt un cercle vertueux qu'il faut réussir à instruire. Donc François, est-ce que tu peux aussi nous expliquer comment l'essai a été transformé au sein d'Alstom et surtout en impliquant et en alignement le management, donc vision stratégique, je dirais l'encadrement intermédiaire et puis tous les acteurs sur le terrain? Oui, en fait, je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce qu'a dit Charles-François parce que c'est exactement la même démarche, c'est-à-dire plutôt une démarche bottom-up. Plutôt que d'aller voir le top management et leur dire « Regardez, on a ça, on a raison, c'est super, il faut absolument dire à tout le monde de le déployer ». Non, on est parti, on est une entreprise assez pragmatique, donc on est parti de la base, on a mis en place des cas d'usage, on a exploité GS1 sur des projets, on a démontré des gains. Et après, l'escalade se fait quasiment d'elle-même. C'est-à-dire qu'effectivement, les gains sont évidents, ça devient un no-brainer, et on finit par remonter jusqu'à ce qu'on appelle la LT, l'Alstom Leadership Team. Et aujourd'hui, on a, je crois que j'ai un slide là-dessus, on a un steering committee qui est vraiment dédié à la mise en œuvre de GS1. Voilà. Alors ça, c'est la roadmap d'adoption très macro, mais on se concentre d'abord sur le fait de recevoir et de concevoir nos pièces avec des marquages GS1. Pour ça, aujourd'hui, on est dans une démarche d'accord cadre, c'est-à-dire qu'on ne négocie plus dans le cadre d'un projet. On dit à nos fournisseurs, vous nous vendez une pièce, nous Alstom, indépendamment du projet, vous mettez du GS1 dessus, qu'il y ait un requis client ou pas. Donc c'est vraiment devenu notre standard d'identification. En parallèle, on travaille, vous reconnaissez les couleurs, c'est les 3 piliers de GS1, donc sur la capture. Alors, pas tout seul, aussi avec le groupe de travail GS1, parce qu'on pense que la RFID, voire le dual chip RFID NFC, va venir couvrir des cas d'usage extrêmement intéressants dans le domaine de la logistique, comme le tracking des pièces ou les inventaires en magasin. Et puis, on prépare ce dont on va parler peut-être un peu plus loin, qui est le plus important, qui est le 3e pilier pour le partage de la donnée. Travailler sur une architecture IT pour être au rendez-vous des premières échéances du partage de la donnée qui commencent dès l'année prochaine.
Merci François. Question à nouveau pour Charles-François. Donc, est-ce que tu pourrais nous présenter quelques premiers bénéfices techniques ou opérationnels de la mise en place des standards GS1 ? Alors concrètement, grâce à GS1, on a la possibilité aujourd'hui d'avoir un numéro de série unique sur chacune de nos pièces, alors que jusqu'à il y a encore peu de temps, un numéro de série 123, j'en ai quand même quelques-uns, associés à des références articles différentes. Donc sur 400 000 réparations par an environ, en 2025, on en a équipé la moitié. On a, en termes de bénéfices, l'idée d'avoir un standard d'identification des pièces. Vous voyez sur le petit tableau là, tous les numéros de série de nos pièces ont le même format, la même longueur, la même taille, et on peut les scanner. À toute opération réalisée sur la pièce, réparation ou pose-dépose sur l'engin, on peut scanner le data matrix GS1 et donc forcément on gagne du temps et on évite des erreurs de saisie. Donc là, ce que je disais, c'est plutôt sur le niveau 4, la réparation des pièces à l'atelier. Et puis, on a aussi en responsabilité la maîtrise de la configuration installée sur nos trains. On doit savoir quelles pièces sont montées sur nos trains à tout moment. Et donc pour faire ça, à chaque opération de dépose d'une clim parce qu'il fait trop chaud et de repose d'une clim qui fonctionne sur le train, on a besoin de savoir exactement l'opération et de la tracer. Et donc grâce à GS1, en un scan, on met à jour la configuration installée. Et une fois qu'on a réussi à faire ça, on s'est dit, tiens, ce qui serait bien, c'est que GS1 puisse être utilisé aussi en logistique. Donc les deux outils cités jusqu'à maintenant sont des outils qui étaient existants et qu'on a fait évoluer. On a développé en 2020 une application mobile qu'on a appelée Scanit. L'objectif, c'est de se dire qu'à tout moment, dans l'entreprise, n'importe quelle personne qui a une pièce sous les yeux, en un scan, il peut identifier le nom et le prénom de la pièce, sa carte d'identité, son historique. Et ça, c'est un vrai gain pour l'agent qui a cette pièce sous les yeux, là où avant-hier, il devait chercher dans 2, 3, 4, 5 bases de données différentes l'information. Aujourd'hui, elle est mise à disposition de l'opérateur qui a la pièce et qui cherche d'où elle vient, quelle est sa référence article, quand est-ce qu'elle a été réparée la dernière fois, est-ce qu'elle est encore sous garantie ou non. Merci. Et toi, François, côté Alstom, est-ce que tu as des exemples de bénéfices par rapport à vos processus industriels de production, supply chain ? Oui, alors on va revenir aux besoins de traçabilité qu'on évoquait au tout début de cette présentation. Je crois qu'il y a une petite vidéo peut-être sur... Excuse-moi, je te fais travailler, je suis désolé. Mais voilà, alors, ce que vous avez là, cet écran noir ici, c'est l'écran de l'iPad des opérateurs en chaîne. On a un Manufacturing Execution System, comme la plupart des industriels, et les opérateurs vont utiliser ça pour déclarer leur activité, ouvrir les ordres de fabrication, les fermer, consommer les pièces, etc. Bon. Donc GS1 aujourd'hui est complètement intégré dans ce Manufacturing Execution System, et donc quand l'opérateur se connecte le matin, on va voir sur son écran, donc il va se connecter sur son ordre de fabrication, et il va monter une pièce sur laquelle il y a traçabilité. Donc l'onglet configuration va s'activer, il va cliquer sur le numéro de série, il va activer la caméra de son iPad et il va aller scanner l'étiquette. L'étiquette que vous voyez est à l'envers sur l'image d'ailleurs, on reviendra peut-être dessus. Donc là, il va se passer 3 choses. Donc la première chose, c'est que ça sert de poka-yoke. Donc pour des raisons d'optimisation industrielle, on a tendance à essayer de standardiser au maximum les pièces. Donc ça veut dire qu'un essieu peut avoir des interfaces, par exemple, pour fixer des disques de frein qui sont identiques, quel que soit le disque de frein. Ça permet de standardiser les essieux, c'est bien. Sauf qu'il ne faut pas se tromper de disque de frein. Il faut monter le bon derrière. Donc là, le système, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lire le GTIN qui est dans le data matrix et il va s'assurer qu'il correspond bien à celui qui est dans la gamme. Et sinon, il va bloquer l'OF. Donc de cette façon-là, on s'assure qu'on monte les bonnes pièces. Si c'est la bonne pièce, ensuite, il va décomposer le data matrix pour récupérer le numéro de série. Il va l'enregistrer donc de façon instantanée, le 86 de 2706, sans risque d'erreur. Et là, les gains sont importants parce que quand vous relevez des numéros de série qui font parfois 18 caractères avec des séquences de 6 ou 7 zéros, et vous dites à des gens de faire ça, vous êtes fous. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Et puis la troisième chose qu'il va faire, c'est qu'il va enregistrer le GTIN. Et ça, c'est intéressant parce que on est sur un marché, vous savez, dans un monde où il y a une certaine incertitude en ce moment.
Si vous aviez un fournisseur qui vous livrait par le détroit d'Ormuz, vous avez intérêt à avoir un deuxième fournisseur. Donc le multisourcing se généralise pour sécuriser la supply. Mais quand vous faites du multisourcing, il faut tracer si vous avez monté une pièce du fournisseur A ou du fournisseur B. Et là, avec GS1, l'info est dans le GTIN. Donc c'est simple, vous enregistrez le GTIN et vous avez fait votre traçabilité. Donc 3 besoins couverts en un scan qui dure une fraction de seconde. Merci à vous deux là, pour ces témoignages de bénéfices concrets voilà, dans vos applications respectives. Et finalement, on se rend compte qu'à partir d'un cas d'usage initial ou un besoin initial ou un irritant initial, finalement, dérivent d'autres usages, je dirais, du standard GS1, et donc ça devient une roue vertueuse. Okay. Mais je voudrais aussi qu'on aborde un aspect, c'est l'impact aussi sur les acteurs de terrain. Okay. Comment c'est vécu? Donc, première question pour Charles-François. Donc, comment maintenant cette implémentation des standards GS1 est vécue par les acteurs de terrain et en quoi finalement ça simplifie leur travail? Alors, en 2018, c'était plutôt la réticence, l'incompréhension, le besoin de comprendre pourquoi on leur demandait de changer les manières de faire. Et aujourd'hui, quand on va dans nos technicentres industriels et qu'on leur pose la question, j'ai deux réponses. La première, c'est je ne comprends pas pourquoi on fait tout un pataquès avec GS1, c'est quand même pas compliqué. Donc, ce qui est plutôt rassurant, de se dire que c'est intégré complètement dans leur geste métier de déployer le standard et de l'utiliser. Et la deuxième, c'est qu'en fait, on ne va pas assez vite. Au départ, c'était vraiment l'ingénierie, le responsable technique qui disait à la production, voilà comment tu vas faire, quelle étiquette tu vas mettre, à quel endroit, comment tu vas la coller ou la fixer, et tu le feras seulement quand je te le dirai. Maintenant, la production a tout compris, et donc ils n'attendent plus l'ingénierie pour déployer, donc ce qui est plutôt encourageant. Et vraiment, on a senti, vous avez vu la courbe exponentielle, c'est issu des vrais chiffres de nos KPI de production dans nos technicentres. On voit que ce qui était au départ un frein, un irritant, c'est devenu vraiment un levier de simplification et même de performance. Et côté Alstom, François, de la même manière, donc, comment les standards GS1 ont pu supprimer aussi certaines tâches qui étaient inefficaces, voire même pénibles? Oui, alors d'abord, moi j'aime bien cette question parce que je suis un industriel, donc j'ai été patron de production et la vérité elle est sur le terrain et la vérité elle est dans la bouche des opérateurs. Donc moi aujourd'hui je m'occupe de déploiement de GS1. Quand je vais dans les ateliers et que je rencontre les opérateurs, ils me disent comment ça se fait que c'est pas déployé partout. Qu'est-ce que tu attends pour me le mettre sur les autres pièces là? Pourquoi on n'est pas à 100% de couverture? Et le feedback c'est vraiment que tous ceux qui y ont goûté, il n'y en a pas un seul qui reviendra en arrière. Donc ça, c'est pas possible. Si on démarre un nouveau projet et que pour une raison X ou Y, on n'a pas mis GS1, les opérateurs vont dire, moi, je ne ferai pas les relevés. Vous aviez qu'à mettre du GS1 dessus, quoi. Les gars, ils ne sont pas payés pour faire ça. Dans le ferroviaire, les opérateurs sont hautement qualifiés. Ils mettent en œuvre des procédés spéciaux complexes. Et c'est ça leur valeur ajoutée. C'est ça ce qu'ils veulent faire. Ce n'est pas relever des numéros de série en tapant sur des claviers dans des iPads. Donc c'est vraiment clé ce retour des opérateurs. Alors après, ce que ça nous a permis de gagner aussi, c'est, on l'a dit, quand les numéros sont complexes, on peut avoir jusqu'à 30% d'erreurs dans les numéros de série. Et nos clients, que ce soit la SNCF ou la RATP, il n'est pas question de leur remettre des dossiers de livraison constructeurs avec des erreurs dans les relevés de numéros de série. Donc pour éviter ça, on faisait des contrôles. Ces contrôles, on n'a plus du tout besoin de les faire. Et c'est très bien, parce que nos inspecteurs qualité, donc maintenant, au lieu de passer des journées dans les voitures à vérifier des numéros de série, truc que personne n'a envie de faire, on va être honnête, ils se reconcentrent sur l'animation qualité. Et donc, quand il y a un défaut, ils font une analyse de route cause avec les opérateurs et ils traitent et ils tuent la route cause. Et ça, c'est une tâche qui a une valeur ajoutée qui est beaucoup plus importante. Donc, on retrouve des gains aussi dans le fait qu'on peut supprimer des tâches à faible valeur ajoutée et réattribuer les ressources qui sont compétentes sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Donc merci, on se rend bien compte à travers vos deux témoignages que les gains finalement ne sont pas uniquement techniques, financiers, mais sont aussi importants pour le bien-être des opérateurs, des acteurs de terrain, en supprimant un certain nombre de tâches, je dirais, à non-valeur ajoutée. Donc l'aventure GS1 continue, on est bien d'accord. Et donc du coup, quelles sont les perspectives à court et moyen terme, je dirais, dans vos entreprises respectives? Donc Charles-François, si tu peux nous éclairer sur le sujet. Dans ce qu'on vous a présenté, vous avez vu qu'on déploie largement sur les pièces réparables. On déploie aussi largement sur nos trains.
Et en fait, la magie de GS1, c'est que c'est applicable sur n'importe quel actif qu'on a besoin de déplacer, de suivre dans nos entreprises, quelles qu'elles soient. Et donc, on se dit que suivre les installations, les outillages, ce serait quand même une étape intéressante à suivre, qu'on n'a pas encore démarré. Et puis, en fait, des cas d'usage, il faut qu'on les pousse, qu'on les multiplie. On peut aujourd'hui améliorer le suivi de nos réparations, le suivi de la configuration sur nos trains. On sait que l'arrivée de GS1, chez nous, a pointé du doigt des manques et des trous dans la raquette. Et qu'on a besoin de GS1 pour y répondre. Ça ne fait pas tout, hein. Parfois, on me dit, super, avec une étiquette GS1, je vais savoir tout ce que je veux sur la pièce. Oui, si la donnée existe quelque part, mais sinon, on ne va pas l'inventer. Et donc, on a des vrais enjeux de traçabilité des pièces de bout en bout, chez nous. Encore plus avec le monde qui s'ouvre à la concurrence, avec des pièces qu'on va réparer chez nous, qui vont être sous-traitées, qui vont être envoyées chez un client externe, une société dédiée, une région, Transdev, la RATP. Donc, à un moment donné, il faut absolument que les pièces soient identifiables facilement par n'importe quel acteur. Et tout est à faire encore. Merci Charles-François. Donc je me tourne vers François maintenant. Donc il y a une nouvelle réglementation européenne là, qui est sortie et les actes délégués qui vont suivre en suivant. Donc le passeport numérique des produits. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Et du coup, comment vu d'Alstom, comment les standards GS1 vont aider donc Alstom et les industriels de façon générale à pouvoir répondre aux exigences réglementaires du passeport numérique? Oui, alors juste en introduction avant de rentrer dans le DPP, les grandes perspectives du standard GS1 sont portées par le troisième pilier, le partage de la donnée. Alors, je pense qu'on connaît tous un peu ce schéma-là. Il dit que dans une chaîne de valeur, quand le nombre d'intervenants croît de façon linéaire, le nombre d'échanges croît de façon exponentielle. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, sur le slide suivant, merci. Si on représente notre chaîne ferroviaire de façon synthétique, simplifiée de cette façon-là, aujourd'hui les échanges sont anarchiques. C'est-à-dire que tout le monde échange avec tout le monde, dans des formats qui souvent sont des formats propriétaires. Donc je vais dire à mon fournisseur, donne-moi la donnée, mais dans ce format-là, parce que sinon je ne sais pas la digérer. Ça va être du Excel, ça va être du PDF. Et je vais dire à mon fournisseur, donne-moi le certificat de conformité, j'en ai besoin. Pourquoi? Parce qu'il faut que je le donne à mon client. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il le donne à l'organisme de certification. Donc ça veut dire que mon certificat de conformité, il y a déjà 4 copies qui sont en circulation, stockées chez 4 personnes différentes. Donc c'est impossible à maintenir, ça prend 4 fois plus de place. Et donc on voit bien que dans des chaînes de valeur qui vont de la linéarité vers la circularité, qui sont de plus en plus complexes avec de plus en plus d'intervenants, on va atteindre un point limite. Donc il faut casser ce modèle-là, il faut passer au modèle de partage de la donnée. Et ça, GS1 le permet de le faire parce que si je reprends l'exemple de mon certificat de conformité, mon fournisseur il va toujours l'éditer, il va le stocker chez lui, il va l'indexer à partir de l'identifiant unique de la pièce et il va me donner accès. Donc moi, je vais aller l'ouvrir, juste pour vérifier qu'il est là et qu'il est conforme. Je le ferme, je n'ai plus besoin de le récupérer. La même chose pour mon client, et l'organisme de certification aura lui-même son accès. Donc on a une single source of truth. On consomme 4 fois moins de data, et elle est facile à maintenir. Et là, on a l'exemple d'un certificat de conformité, mais il faut réfléchir, demain, on peut avoir une composition chimique qui va permettre à mes ingénieurs, de produire un certificat de conformité REACH pour mon produit, réglementaire. Aujourd'hui, ils passent 80% de leur temps à collecter auprès des fournisseurs les compositions chimiques. Demain, elles sont indexées avec l'identifiant unique du produit. Donc c'est un robot qui va aller les chercher. Et c'est peut-être une couche d'intelligence artificielle qui va faire l'analyse de premier niveau. Et mon ingénieur, lui, il va inverser le ratio et passer 80% de son temps à traiter les écarts et à les résoudre pour atteindre la conformité. Donc c'est de ce genre de rupture dont on parle quand on dit qu'on veut mettre en œuvre un troisième pilier comme GS1 sur le partage de la donnée. Et donc, un des cas concrets d'usage de ce partage de la donnée, ça sera le passeport digital du produit. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le SPR, l'Eco-Design for Sustainable Product Regulation, qui a été voté donc en juin 2024 par la Commission européenne, et qui dit que si vous voulez mettre un produit sur le marché européen, il doit respecter 3 conditions. Donc le premier, c'est d'avoir un identifiant unique, c'est le premier pilier de GS1. Le deuxième, c'est qu'il doit être scannable, le deuxième pilier de GS1. Et le troisième, c'est qu'en le scannant, je dois pouvoir accéder à de la donnée en ligne qui permet de promouvoir la durabilité et l'économie circulaire.
Et ben ça, c'est le pilier de partage de la donnée. Donc, d'autant plus intéressant pour nous de se concentrer sur cet aspect de partage de la donnée que ça rentre, le DPP, le passeport digital du produit, rentre en vigueur dès l'année prochaine sur un premier secteur qui est les batteries. Et progressivement, ça va s'étendre à d'autres secteurs. Donc, il faut être prêt. Il faut être prêt, c'est une bonne chose parce que ça, peut-être qu'on le subit, là, même si c'est, à titre personnel, je pense que c'est une excellente réglementation. Mais même si on la subit, en tout cas, elle nous contraint à mettre en place des architectures de partage de la donnée qui, demain, vont nous permettre qu'on va pouvoir exploiter demain pour faire des choses qui représentent de la valeur ajoutée pour nous. Donc, c'est très bien. Voilà. Merci François. Donc on voit depuis le début, à travers les différents exemples, que finalement la force des standards GS1, c'est de permettre aux entreprises de répondre à différents enjeux, que ce soit des exigences réglementaires, des exigences contractuelles, une amélioration intrinsèque de processus ou sur une approche collaborative. Il y a une dimension que je n'aimerais pas oublier quand même, c'est aussi la dimension internationale. Et donc à nouveau question pour toi Charles-François, tu l'as évoqué tout à l'heure, donc SNCF exploite des trains bien sûr, SNCF Voyageurs exploite des trains. Il y a des trains étrangers qui viennent circuler sur les voies françaises, mais aussi en tant qu'opérateur ferroviaire, vous gagnez aussi des exploitations de trains, de flottes à l'étranger. Donc comment tout ça devient compatible aussi avec les standards GS1 et comment du coup on s'adapte internationalement? Alors, je pourrais parler des pièces, mais je vais plutôt prendre l'exemple des trains. Il y a quelques années, Trafikverket, donc opérateur suédois, a contacté mes collègues de SNCF Réseau en disant tous nos trains de marchandises sont équipés de tags RFID. Ils passent de la Suède et vont jusqu'à Dijon. Est-ce que vous avez des antennes RFID sur les abords des voies pour nous permettre de suivre un peu plus finement l'acheminement de nos trains ? Bon, malheureusement, la réponse à l'époque était non, ou en l'occurrence, il y avait une antenne qui était juste à Dijon. Mais je trouve que ça illustre assez bien le besoin de partager un standard. Et si le tag RFID est mis à un emplacement donné en Suède, il faut qu'il soit au même endroit en Allemagne, en Suisse, en Autriche, en France. Sinon, ça ne marche pas. Le deuxième exemple, c'est chez nous, c'est SNCF Réseau a un peu plus d'une dizaine de stations de tonnage en France qui permettent de détecter des anomalies de charge à l'essieu en utilisant la fibre optique. Et un jour, ils m'ont contacté en me demandant si les tags étaient lus à 160 km/h. Eh bien, Joker. Donc on a essayé. Je suis allé avec une antenne fixe sur la voie à Dijon. On a confirmé que le tag était lu. Au passage, on a lu des tags de Jennifer, Camailleux, Decathlon, de voyageurs qui étaient à bord du train. Et tout ça pour vous dire que depuis cette expérimentation, SNCF Réseau a proposé à tous ces opérateurs ferroviaires d'équiper leur matériel de tags RFID pour leur mettre à disposition des données de défauts vus par leur station qui peuvent dégrader aussi bien la voie que leur matériel. Donc c'est quand même un cercle vertueux qui dépasse largement le territoire français. Merci. Et je me retourne maintenant vers François. Donc, Alstom Transport, c'est un grand constructeur de matériel ferroviaire, fournisseur préféré de la SNCF, mais pas que, puisque Alstom fournit aussi des matériels ferroviaires à d'autres opérateurs étrangers. Et vous aussi développez, je dirais, une activité de service où vous positionnez sur des contrats de maintenance sur des matériels qui n'ont pas été fabriqués par Alstom, mais par vos concurrents. Donc, comment aussi cette approche internationale que vous avez de par votre business et du développement de votre business s'intègre avec les standards GS1 ? Oui, alors les standards GS1 ils vont nous permettre, à travers la mise en place de fameux jumeaux numériques des pièces, d'offrir un taux de service beaucoup plus important à nos clients parce que voilà, demain vous achetez une pièce chez Alstom, vous pouvez scanner son identifiant, vous pouvez vérifier que ce n'est pas une contrefaçon, vous pouvez avoir accès à son historique de réparation, vous pouvez avoir accès à sa documentation de maintenance. Et donc tout ça, c'est intéressant et c'est du service en plus pour les clients et une façon de se démarquer aussi, de se positionner sur le marché des pièces de rechange. Après, la dimension internationale, moi je trouve que chez GS1, elle s'exprime avant tout dans le fait qu'on ait une vraie communauté et qu'il y a une vraie collaboration grâce aux espaces d'ailleurs, les espaces collaboratifs qui sont créés et mis en place par GS1. Et on se retrouve dans nos communautés d'intérêt. Alors il y en a une en France qui rassemble la France, la Belgique,
On a un Italien dans notre groupe pour Hitachi. On a un Espagnol pour CAF, donc concurrent d'Alstom, mais on est là, on est tous ensemble, on travaille ensemble. Il y a l'équivalent en Allemagne avec le groupe suisse, Autriche et Allemagne, qui là aussi travaillent ensemble. On se rencontre nous-mêmes régulièrement parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la GenSpec GS1, c'est 600 pages. Donc chaque personne dans cette pièce peut trouver une façon différente de le déployer. Alors ce n'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est qu'on y va de façon totalement harmonisée pour que ça génère aussi des gains chez nos fournisseurs. Et si vous prenez aujourd'hui l'aspect d'expression de besoin GS1 d'Alstom et vous regardez celle de la SNCF, vous verrez c'est des sœurs jumelles. Il n'y a pas de hasard. On relie ensemble nos documents. Et c'est la même chose pour le VB. Donc le fait de travailler tous ensemble, c'est ce qui nous permet de garantir un déploiement de standards harmonisés et le fait que ça prend dans notre industrie. Et puis là-dessus aussi, on travaille aussi ensemble sur les perspectives de partage de la donnée à travers le RDS, le European Rail Data Space, où on est un consortium de 8 intervenants, dont la SNCF, dont Alstom, dont nos concurrents Siemens, qui travaillent à comment on va mettre en place ce data space et quelles sont les règles de gouvernance qu'on va mettre en place pour ce data space. Merci. Donc on arrive bientôt, on arrive même au terme de la table ronde là. Donc je vais vous demander un petit mot de conclusion en quelques lignes là, qui puisse donner envie à ceux qui ne sont pas encore dans l'écosystème GS1 d'y venir. Je crois que j'avais même un petit... Ah non, ça c'était là. Hop, un petit slide. En fait, aujourd'hui, le retour d'expérience qu'on a, c'est d'y aller step by step. On ne peut pas tout résoudre tout de suite avec GS1. Il faut y aller petit à petit, construire les cas d'usage, montrer que ça marche. Et à force de montrer que ça marche, on va donner envie en interne et en externe. Et donc le message, c'est de dire n'attendez pas pour y aller. Allez-y tout de suite. N'attendez pas que ça devienne une obligation pour tout le monde. Il est encore temps de rejoindre la communauté d'intérêt dès maintenant. Donc vous êtes les bienvenus. François ? Moi, j'aime bien finir avec la citation de Confucius. Vous savez qu'on dit quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que souvent, dans GS1, le doigt, c'est le code barre. La lune, c'est le partage de la donnée. Voilà. Je pense que j'ai assez insisté. Vous avez compris que c'est le truc qui m'obsède. Et ben, GS1, c'est ça. Et donc, il faut comprendre que c'est de ça dont il s'agit. Et c'est pour ça qu'il faut y aller. Parce que c'est vraiment le partage de la donnée qui va complètement retourner la table sur tous les cas d'usage qu'on va y associer. Voilà, je pense qu'on peut remercier chaleureusement et Charles-François et François là, pour leur témoignage, qu'on peut les applaudir. Merci pour eux. Et qu'on se tient à votre disposition, je dirais, à l'issue de la table ronde, donc à côté du workshop ici, ou alors sur le stand GS1 en C19 de mémoire. Voilà. Merci à tous. Merci.